participer à cette conférence que l'ESIX organise sous forme d'un projet étudiant. Donc on vous présentera les membres du groupe qui a organisé cette conférence en partenariat avec WIN, partenariat que nous avons signé depuis maintenant 2 ans avec Marie. Donc avec ce partenariat, nous voulons mettre en avant les femmes, les métiers des femmes dans le nucléaire, valoriser le nucléaire auprès de nos étudiantes en particulier, et tous les ans nous allons organiser une action. Donc cette année, les étudiants vont vous présenter cette conférence, comment fonctionne, comment marche une centrale, en essayant de vulgariser le plus possible et rendre le fonctionnement de la centrale nucléaire accessible à tous. Donc je vous remercie tous de participer. Je remercie nos partenaires, le centre d'information de Flamanville, qui a participé à cette conférence, notamment en nous prêtant toute une conférence sur les métiers des femmes qui est exposée à l'extérieur. Je remercie le commandant de l'école atomique d'être venu et le professeur Foss qui participera à la table ronde suite à la conférence. Marie ? Voilà, donc l'originalité, c'est que ce sujet vous est présenté par une équipe de jeunes très motivés. Donc tout à l'heure, il y aura un cocktail, et pendant le cocktail, vous pourrez visiter l'exposition qui est dehors, à l'entrée. Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, comme ils l'ont présenté précédemment, donc on est un groupe d'étudiants de l'ESIX et on avait pour projet d'animer et d'organiser cette conférence. Donc, on va vous expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire. Vous avez un petit carnet à l'entrée de l'amphi. Donc, vous avez dedans un questionnaire qui sera à remplir et à remettre à la sortie. Vous avez également dedans donc, le plan du déroulement de la soirée. Vous avez aussi les participants donc, à la conférence. Et vous avez également une partie pour mettre vos notes et vos questions que vous pourrez poser pendant la table ronde qui se déroulera après la conférence. Donc je vais vous demander à tous de mettre vos téléphones en silencieux, de les éteindre, s'il vous plaît. Et du coup, je vous souhaite une bonne conférence à tous et bonne soirée. Merci. D'électricité en France. Donc, en France, nous produisons 550 milliards de kilowatts-heure par an. 73% de cette production est assurée par le nucléaire, 8% par le thermique à flamme, donc c'est ce qui correspond aux centrales à charbon, et 20% par d'autres moyens de production. En France, nous consommons 480 milliards de kilowatts-heure par an. 67% est utilisé pour l'habitat, donc c'est-à-dire nos maisons, notre vie quotidienne, et 25% par l'industrie. Donc on remarque une différence entre la consommation et la production d'électricité. Et donc qu'est-ce qu'on fait de cette différence? Eh bien, on la revend. Et pourquoi on la revend? Parce que l'électricité est une énergie qui n'est pas stockable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la garder dans un coin et la réutiliser quand on en a besoin. On est obligé donc, de produire selon la demande. C'est-à-dire, si on ne produit pas assez d'électricité, il faut qu'on en achète à nos pays voisins. Et si on en produit trop, alors là, on en revend aux pays voisins. Donc on a vu que la production de notre électricité, elle était en majeure partie nucléaire. Et donc, on voit sur la carte la répartition des sites de production d'électricité par le moyen nucléaire en France. Donc, il y a 19 sites et on y compte 58 réacteurs. Donc, on a en France 4 générations de réacteurs. Donc, des réacteurs qui sont différents. Leur principale différence, c'est la capacité de production et leur âge. Donc, par exemple, les centrales, ici en bleu, ce sont les 900 MW. C'est-à-dire, excusez-moi, donc elles ont plus de 30 ans. Les 1300 MW ont entre 20 et 30 ans.
1650 MW entre 10 et 20 ans. Et on a aussi l'EPR, qui produira 1650 MW et qui est actuellement en construction, donc près de chez nous, à Flamanville. Donc, pour avoir un ordre d'idée, une centrale 900 MW, ça produit de l'électricité suffisante pour alimenter 500 000 foyers. Donc, ensuite, il y a quelque chose d'assez marquant sur cette carte, c'est que toutes les centrales sont situées près de fleuves ou de mers. Alors pourquoi ça? C'est parce que les centrales ont besoin d'être près de grandes réserves d'eau. On verra ça un peu plus tard pourquoi. Donc notre présentation, elle s'articulera autour de 5 parties. Donc en première partie, on verra que pour créer de l'énergie, il faut un carburant. Donc comme la voiture, pour qu'elle roule, il faut mettre de l'essence. Donc ça, c'est la partie de la mine au réacteur. On verra quel est le combustible d'une centrale nucléaire. Ensuite, cette énergie, on a besoin de la transformer. Et ça, c'est le rôle du réacteur nucléaire, donc comme pour le moteur de la voiture. Ensuite, on verra son fonctionnement, donc parce que comme une voiture, on a besoin de carburant, d'un conducteur et d'un garagiste. Donc, on verra tout ça dans la vie de la centrale. Ensuite, on a produit de l'énergie. Cette énergie, il faut l'emmener de la centrale jusqu'à vos maisons, vos interrupteurs. Et pour ça, on a un réseau de distribution et c'est ce qu'on verra ensuite. À la fin de cette conférence, on gardera un petit temps pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse échanger autour de ce thème. Alors ici c'est un schéma, il n'est pas très clair, mais enfin pas très visible, mais on zoomera dessus à chaque partie parce que c'est le fil conducteur de notre présentation. Donc en fait, sur ce schéma, on y voit chaque étape de notre présentation, c'est-à-dire le combustible de son extraction jusqu'à son utilisation dans la centrale, donc en jaune. En orange, on voit que la centrale, elle est exploitée, mais il y a d'autres choses à faire pour pouvoir la faire fonctionner. Ensuite, en vert, on verra la gestion des déchets. Et en bleu, on verra la distribution de l'électricité. Donc voilà, la première partie de la mine au réacteur. C'est-à-dire qu'on a un combustible qu'on extrait de mine et on doit lui faire subir plusieurs transformations pour pouvoir l'exploiter dans la centrale, c'est ce qu'on verra dans cette partie. Donc aussi dans cette présentation, on a souhaité connaître les idées reçues qu'il y avait sur le milieu du nucléaire. Donc pour ça, on a interrogé des gens et voilà leur réponse. On a posé la question, quel est le combustible d'un réacteur nucléaire? Quel est le combustible d'un réacteur nucléaire? C'est l'uranium. De l'eau. L'uranium, en général. Donc la plupart ont eu raison, c'est de l'uranium. Donc on va parler en quelques chiffres avant de parler de la transformation de l'uranium. Donc tout d'abord, l'uranium, il y en a 5 500 000 tonnes sur Terre. Donc la grande majorité, à 31% en Australie, 12% au Kazakhstan, 9% au Canada et en Russie. Donc au niveau de la consommation, ces dernières années, la consommation était de 60 000 tonnes par an. Et les prévisions pour les alentours de 2035, c'est 120 000 tonnes. Mais dans ces 120 000 tonnes, il y aura certainement de l'uranium recyclé des anciennes centrales. Donc, l'extraction du minerai. Le minerai dont on va parler, c'est un mélange de cailloux et d'uranium. Là, sur ce dessin, on peut voir une mine à ciel ouvert. Donc, au début, comme toutes les mines, on va enlever la terre qui nous gêne et la stocker sur site. On va arriver au minerai. Donc, le minerai avec la composition de roches d'uranium. On va l'extraire et l'envoyer dans un bâtiment. Dans ce bâtiment, il va être transformé. On va voir ça juste après. Parce qu'il y a un deuxième type de mine.
les mines enterrées. Donc ce type de mine permet d'éviter d'enlever toute la terre au-dessus, donc très efficace si on veut extraire du minerai assez profond. Donc on creuse, on va directement au minerai qui nous intéresse et on l'extrait. Donc là c'est le même principe, le minerai va être transformé dans les bâtiments sur le site. Donc, une petite particularité du nucléaire, c'est qu'en fait tous les sites d'extraction avec centrale doivent retrouver leur état naturel à la fin de leur exploitation. Donc ils sont recomblés pour les mines. Et du coup après, des contrôles sont effectués régulièrement pour être sûr qu'il a été dépollué, par exemple d'hydrocarbures pour les engins et toute autre sorte de pollution. Donc là, on va voir ce qui se passe dans les bâtiments pour transformer le minerai. Donc on récupère ce minerai, on va le broyer en gravier, on va encore le broyer plus finement en poudre. Donc avec cette poudre, on va y ajouter de l'acide, de l'eau et du solvant. Donc une fois bien mélangé et la réaction faite, on va les mettre dans des bassins. Dans ces bassins, on va pouvoir récupérer les différentes couches. Donc les plus lourdes vont tomber, les plus légères vont remonter. Donc on va récupérer l'acide, le solvant et la roche dissoute par l'acide. Et donc en dessous, on va récupérer ce qui nous intéresse. Donc c'est le yellow cake. Ce nom est tiré par sa couleur, parce que c'est jaune. On va le sécher, et du coup après on aura une poudre transportable, sèche, qu'on va pouvoir emmener sur le site pour la convertir et l'enrichir. Donc, comme on a dit, on récupère ce yellow cake, on y ajoute du fluor, et ça va faire une réaction. Ça va faire du gaz avec une grande majorité d'uranium. Donc là, on va essayer d'expliquer un petit peu l'uranium. Donc dedans, l'uranium en général, il y en a deux types, du 238 et du 235. Ce qui va nous intéresser pour les centrales, c'est le 235. À l'état naturel, il est à 0,7%, et tout le reste, c'est du 238. Donc pour ça, il va falloir augmenter la quantité. Donc on va le faire passer dans des centrifugeuses, des sortes de grands isomotastats. Donc ils n'ont pas le même poids. Donc on va pouvoir les séparer. Et on va en sortir deux uraniums. Donc un uranium enrichi en 235 et un uranium appauvri en 235. Pourquoi? Parce que l'uranium qu'on a besoin, il doit aller jusqu'à 100%. Donc avec cette étape, il augmente à 100%, sauf que ça, il faut bien le prendre quelque part. Donc on l'a pris ici. Donc il va descendre, et il va descendre à un seuil où on ne pourra pas utiliser cet uranium, donc il faudra aller le stocker. Donc on va récupérer cet uranium, enrichi en 235 jusqu'à 100%. On va passer à l'étape suivante. Donc on le récupère sous forme gazeuse. On y encore de la vapeur d'eau. Ça va faire une réaction qui va nous donner une sorte de poudre, un peu comme le café humide. On va le sécher encore. Et là, on a une poudre bien sèche qu'on va pouvoir mettre en forme. Donc elle va passer dans une presse qui va nous donner des pastilles. Des petites pastilles qui tiennent dans la main. Donc 1 cm de diamètre et 1 cm de hauteur. Pour donner un exemple, une pastille, au niveau énergétique, ça équivaut à 1 tonne de charbon. Donc ces pastilles, qu'est-ce qu'on va faire? On va les empiler dans un tube de 4 mètres de haut. Ce tube, après, une fois rempli, il va prendre l'appellation de crayon. Ce crayon, on va en assembler avec d'autres et on va faire un assemblage. Et du coup, cet assemblage, ça va être le combustible du réacteur nucléaire. Donc là, on a pu voir de la mine au réacteur. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce réacteur. Donc pour cela, on a posé pareil une question. Comment ça fonctionne un réacteur nucléaire? Une centrale nucléaire, comment ça marche? Eh bien, une centrale nucléaire, comment ça fonctionne? Grâce à l'uranium. Ça, je sais pas. Alors, de base, je pense que
on a un combustible, on bombarde le neutron, ça chauffe, ça fait de la vapeur qui fait tourner une turbine qui fait électricité. Avec de l'uranium, enrichi forcément, qui va faire la vapeur d'eau, qui va faire tourner des turbines et à produire de l'électricité. Alors, on a des combustibles et on fait, je ne sais pas si c'est chauffé ou, mais il faut qu'on fasse quelque chose de combustible pour qu'il y ait de l'électricité. Comme là, ça retraite les déchets du monde entier, mais dire comment ça fonctionne, je crois pas. Ça fonctionne avec des énergies radioactives, l'uranium. Voilà. C'est des réactions chimiques, radioactives, des énergies. Avant de s'intéresser à comment fonctionne la centrale, déjà on va voir ce que c'est qu'une centrale. Alors une centrale, c'est une installation industrielle qui produit de l'électricité. Donc ici on peut voir donc, la centrale de Nogent-sur-Seine. Et comment cette électricité elle est produite? Eh bien, on part d'une réaction nucléaire qui produit de la chaleur. Cette chaleur, elle est transformée en mouvement, qui est transformée en électricité. Donc, une petite chose à savoir, c'est que le parc nucléaire français, tous les réacteurs sont de même technologie, c'est-à-dire que le principe de fonctionnement de toutes les centrales françaises est le même. Donc, le but d'un réacteur nucléaire, c'est de produire de l'électricité. Donc c'est de convertir l'énergie contenue dans l'uranium pour le combustible qu'on a vu précédemment, pour en faire de l'électricité. Donc c'est comme le moteur de votre voiture, on met de l'essence dedans et on roule. Donc le réacteur de la centrale nucléaire est composé de 3 parties indépendantes, sachant que seule cette partie-ci est réellement une partie nucléaire. Les 2 autres sont utilisés sur d'autres moyens de production d'électricité, tels que les centrales à charbon. Donc ici en orange, on voit donc le circuit primaire. Donc l'eau circule dans ce circuit. L'eau elle est chauffée donc, par le cœur du réacteur ici. Donc elle est chauffée à 320 degrés et elle est mise sous pression pour éviter qu'elle ne se transforme en vapeur. Donc la cuve du réacteur, elle ressemble donc à ça. Elle fait 13 mètres de haut et 5,5 mètres de diamètre. Donc vous voyez donc en bas de l'image des travailleurs donc, pour vous rendre compte un peu de la taille que ça représente. Donc, ensuite on a un second circuit, un circuit bleu appelé le circuit secondaire. Donc il y a un échange entre ce circuit bleu et ce circuit orange, un échange de chaleur. Le circuit orange chauffe l'eau du circuit bleu et l'eau du circuit bleu se transforme donc en vapeur. Et donc où est-ce que cet échange de chaleur se produit? Eh bien dans le générateur de vapeur. Donc, le générateur de vapeur, son fonctionnement, on peut faire le parallèle avec une bouilloire par exemple. Avec donc, la résistance de la bouilloire, donc c'est notre circuit orange, et l'eau à chauffer, donc c'est notre circuit bleu. Ensuite, donc, cette vapeur qui sort du générateur de vapeur, ici, donc, elle entraîne donc, une turbine, un alternateur, et puis elle produit de l'électricité qu'on envoie sur le réseau. On voit ça ici. Donc cette turbine, on peut l'assimiler à une dynamo de vélo. Donc je rappelle, une dynamo de vélo, on pédale, la roue tourne, la dynamo produit de l'électricité qui allume une lumière. Donc ici, donc la personne qui pédale, c'est notre circuit orange. La roue du vélo, donc c'est notre circuit bleu. La turbine, c'est la dynamo du vélo et la lumière, c'est la lumière de chez vous, votre électricité. Donc voilà à quoi ressemble une turbine de centrale nucléaire. Donc c'est quelque chose d'assez gros, on peut le voir parce qu'il y a des travailleurs sur la photo juste à côté, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Ensuite, ce second circuit, donc pour que l'eau puisse continuer à circuler dans le circuit,
ici, il faut qu'elle soit refroidie pour qu'elle se retransforme en eau liquide et non plus en vapeur. Et donc ce refroidissement, eh bien, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Donc l'eau, elle est chauffée, donc elle est chauffée par quoi? Par le cœur. Dans le cœur, il y a quoi? Il y a le combustible, et le combustible, on sait qu'il est composé d'uranium, on l'a vu avant. Donc, on a vu aussi que l'uranium, il était composé de deux choses, donc l'uranium 238 et l'uranium 235. La partie qui nous intéresse, donc c'est bien l'uranium 235, et pourquoi? Parce que c'est le seul qui est capable de se casser. Et donc, le fait que cet atome d'uranium se casse, c'est ce qu'on appelle la fission. Et donc voilà, je vais vous expliquer comment se passe la fission et ses étapes. Donc tout d'abord, on a un neutron qui entre en collision avec un atome d'uranium 235. Donc l'atome d'uranium 235 se brise, produit de la chaleur et envoie quelques neutrons. Ces neutrons entrent à leur tour en collision avec d'autres atomes d'uranium, et c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Donc c'est ce qui se passe dans le cœur et qui permet de chauffer l'eau de notre premier circuit, le circuit orange sur le schéma précédent. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit, le refroidissement c'était assez important. Donc pourquoi? Parce que le cœur du réacteur produit 3 kW d'énergie, 2 sont envoyés à l'environnement et 1 est envoyé donc, dans les lignes électriques. Donc en fait c'est juste un principe physique, c'est la physique qui fait ça, on en produit 3 mais on en récupère qu'un. Donc ensuite, la centrale, on rappelle toujours, elle chauffe l'eau, elle se transforme en vapeur, qui entraîne une turbine et un alternateur, et ça produit l'électricité. Et donc on a déjà dit, pour continuer son cycle, il faut que l'eau redevienne liquide. Eh bien, on doit la refroidir pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle est pompée ici, et pour qu'on la pompe, il faut qu'elle soit liquide. Donc la centrale, on a vu qu'elle devait, sur des slides un peu avant, qu'il fallait qu'elle soit à côté d'une quantité d'eau suffisante. Donc si elle est à côté d'une réserve d'eau assez conséquente, de l'eau est pompée, donc environ 60 mètres cubes par seconde, sachant qu'une famille de 4 personnes en consomme 150 mètres cubes par an, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, et on en rejette 60 mètres cubes aussi. Donc cette eau, donc ce circuit d'eau, ici, ça permet donc de refroidir la vapeur qu'on avait en sortie de notre turbine et de la refaire redevenir liquide pour qu'elle puisse continuer son cycle. Ensuite, si notre quantité d'eau est insuffisante, donc on a ces grosses cheminées qu'on voit souvent. Et en fait, ce n'est pas des cheminées, c'est des tours aéro-réfrigérantes. Et donc ces tours aéro-réfrigérantes, elles permettent de couper moins d'eau. Et comment ça marche? Eh bien, on a de l'eau qui circule dans la tour. Donc en circulant dans la tour, elle est refroidie par l'air. Et donc, cette eau refroidie par l'air peut continuer son circuit et refroidir notre vapeur. Donc on voit souvent un gros panache de fumée blanc au-dessus de ces tours aéro-réfrigérantes. En fait, c'est principalement donc, de la vapeur d'eau. Donc maintenant, on a vu qu'est-ce qu'on était dans le cœur du réacteur, comment le cœur du réacteur fonctionnait. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a autour du cœur du réacteur, donc qu'est-ce qui compose la centrale et qu'est-ce qu'on y fait pour produire de l'électricité. Donc d'abord, on va voir que une centrale, il faut la concevoir. Ensuite, il faut la construire. Après, on l'exploite. Et enfin, quand elle arrive en fin de vie, on est obligé de la démonter. Donc, on a posé la question à plusieurs personnes. Donc, à leur avis, quelle était la durée de vie d'une centrale nucléaire? Et voilà ce qu'ils nous ont répondu. Quelle est la durée de vie d'une centrale nucléaire? Genre dans de 100 ans peut-être. La durée de vie d'une centrale nucléaire, à mon avis, peut être à vie.
une décentralisation? Alors là, je dirais 30 ans. Alors, normalement, elles étaient, comme Calarache, les premières, elles étaient prévues pour 30 ans, je crois, c'est ça. Il me semble, je sais pas de certitude. Il me semblait que c'était aux alentours, non, c'est pas ça. C'était aux alentours de 30 ans, 25 ans. Et puis avec le temps, ça s'est rallongé parce que les gens sont formés. Alors c'est ça. La durée de vie des centrales nucléaires, au début, c'était prévu pour 25-30 ans. Mais avec l'augmentation, l'amélioration des niveaux de technologie, on a décidé de passer à 40. Alors, c'est une particularité française, c'est pas pareil ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est de 60 ans. Mais avant d'avoir une centrale nucléaire, déjà, il faut la concevoir, il faut la dessiner. Au niveau mondial, on est à 160 réacteurs en projet dans le monde. La phase de conception, il y a 2 étapes clés. D'abord, on va avoir tout ce qui est l'avant-projet. Alors, l'avant-projet, on va avoir la définition des grandes idées de ce projet. Donc, notamment, quel type de réacteur est-ce qu'on va construire. Donc, on est bien d'accord que ça ne sert à rien d'acheter une Ferrari si c'est pour aller acheter du pain dans le village d'à côté. Donc, c'est pour ça. Quel type de réacteur on va construire? Est-ce qu'on va construire un réacteur de 900 MW, qui était le premier palier atteint, ou est-ce qu'on va construire un réacteur de type EPR à 1600 MW? Ensuite, on va étudier le site pour essayer de déterminer l'emplacement exact de la centrale. On a vu qu'il fallait beaucoup d'eau. Donc, pour ça, il va falloir privilégier des fronts de mer ou des fleuves. Et ensuite, dans cette phase d'avant-projet, on va avoir toute une procédure administrative pour obtenir le décret d'autorisation de construction de la centrale. En gros, c'est le permis de construire de la maison. Ensuite, on va avoir, dans cette phase de conception, les études de réalisation. Ces études, elles vont durer jusqu'à la réalisation des plans de conception, mais elles vont aussi se prolonger pendant toute la durée de construction de la centrale. Pourquoi? Notamment en termes de sûreté, de mise à jour des documents. C'est au cas où on aurait des modifications à faire, on se rend compte de certains points. Et bien on va modifier ces documents pour assurer la sécurité des travailleurs, la sécurité de la sûreté de l'environnement, etc. Alors, on va avoir comme type de métier dans cette phase de conception des ingénieurs d'études et des chargés d'affaires, notamment. Alors, les ingénieurs d'études, bien sûr, parce qu'on va avoir énormément de conception technique, mais des chargés d'affaires et beaucoup de travaux de professions administratives, parce que c'est un projet. Donc, on va avoir beaucoup de documents à rendre, notamment comme un planning, la gestion du budget, gestion du personnel, etc. Donc on a dessiné notre centrale, on l'a conçue, pas de problème, maintenant il faut la construire. La construction d'une centrale nucléaire, d'après le retour d'expérience, d'après les centrales qu'on a pu construire précédemment, on sait que c'est une phase qui dure entre 10 ans, notamment de la durée de construction de l'EPR, mais l'EPR, le démarrage de la construction, c'était fin 2007. Son début d'exploitation est prévu fin 2018, donc ça fait une durée de 11 ans. Donc en fait, on est pile dans la durée moyenne des précédents réacteurs. Au niveau des métiers, on va avoir beaucoup de métiers comme des maçons, des grutiers, des soudeurs, des électriciens. Donc c'est énormément de métiers de bâtiment et beaucoup de génie civil dans cette phase. Donc vous pouvez voir ici une photo de la construction de l'EPR qui était en cours. Et il faut, pourquoi beaucoup de génie civil? Parce que sur l'EPR, on a 460 000 mètres cubes de béton qui ont été coulés. Ce qui représente à peu près la somme de béton qui a été coulée pour Flamanville 1 et 2. Donc on a notre centrale dessinée, construite. Maintenant, il faut l'exploiter. Donc cette phase d'exploitation se passe notamment par la conduite. Donc pour ça, je vous propose d'écouter Gladys Boussard qui va nous parler de la conduite des installations nucléaires. En quoi consiste la conduite? Donc le service conduite, c'est le service qui est au cœur d'une centrale. C'est le service qui s'occupe de la conduite de l'installation, de gérer le fonctionnement de l'installation. Quelles sont vos missions au quotidien? Le service conduite est constitué en bureau. On a les opérateurs qui sont salle de commande et qui gèrent le fonctionnement de l'installation derrière des capteurs. Et on a les agents de terrain
dérange pas. Et qu'est-ce que vous faites dans votre métier? Ce qui me fait dans mon métier, c'est le fait que tous les jours on a discuté, on a le même horaire, mais on n'a pas le même travail à faire. Et suivant la période de l'année et l'heure de la journée, les opérations ne sont pas les mêmes à faire. Et de plus, on travaille soit le matin, soit l'après-midi et même de nuit. Et donc, on côtoie différentes personnes. Donc, c'est. Donc voilà, on a eu la conception, la construction, la conduite. Et maintenant, il faut parler de quelque chose de primordial dans le milieu nucléaire, c'est la sûreté. La sûreté nucléaire, c'est géré par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Alors, ce groupe donc, est une autorité indépendante, que ce soit de l'État ou des industries. L'ASN est présente dans la centrale nucléaire dès le début, c'est-à-dire dès le début de la phase de conception jusqu'au démantèlement de la centrale. Notamment, pourquoi jusqu'à la fin du démantèlement, c'était pour rendre le site dans son état d'origine, comme on l'avait dit un peu plus tôt. L'autorité sur le nucléaire, on les appelle les gendarmes du nucléaire aussi. Ils font à peu près 450 contrôles par an. Ça peut être des contrôles qui sont prévus ou inopinés, c'est-à-dire qu'ils viennent un matin, ils vous disent on fait un contrôle, et puis vous ne pouvez pas y échapper, ils font ce qu'ils veulent. Alors la sûreté nucléaire, c'est quoi? D'après la loi, c'est l'ensemble des moyens techniques et des modes d'organisation qui ont été mis en place afin d'éviter les accidents et d'en limiter les effets. Alors, au niveau des modes d'organisation, on va avoir toute une liste de procédures, des procédures de conduite lorsque la centrale se déroule normalement, et aussi des procédures à faire en cas d'incident pour limiter les effets, justement. Et au niveau des moyens techniques, on va avoir plusieurs systèmes de sécurité qui vont être répétés. C'est ce qu'on appelle la redondance. Par exemple, sur l'EPR, le niveau de redondance est de 4. C'est-à-dire qu'on va répéter 4 fois les systèmes de sécurité pour assurer un niveau de sûreté maximal. Donc on a la sûreté. Maintenant, on va parler un peu de la maintenance. Alors, la maintenance, dans une centrale nucléaire, il y a 3 niveaux. Il y a une maintenance qui est quotidienne, donc c'est la surveillance constante des équipements, notamment par le biais de capteurs. On va avoir une maintenance programmée également. Donc la maintenance programmée, c'est à peu près tous les 18 mois. Ça dure 5 à 6 semaines et on en fait dans cette phase notamment le rechargement en combustible d'une partie du cœur du réacteur. Et enfin, la phase la plus importante, c'est la visite décennale. Alors, c'est tous les 10 ans. On va vérifier, on va faire une inspection complète et détaillée de tous les équipements de la centrale. Il va, à l'issue de cette phase, même si on a tout qui est OK, il va falloir l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire pour pouvoir redémarrer le cœur. De plus, pendant la visite décennale, il va falloir qu'on réévalue le niveau de sûreté, notamment en prenant en compte le retour d'expérience des 10 années précédentes. C'est pour ça, notamment, que lors des prochaines visites décennales des centrales nucléaires, on va prendre en compte le cas de Fukushima. Avec Fukushima, on a vu que on pouvait avoir plusieurs des cas exceptionnels, et donc on va monter le niveau de sûreté sur des points, notamment pour les séismes et les tsunamis. On va monter le niveau de sûreté des installations nucléaires pour ça. Alors maintenant, je vous propose une petite interview en direct avec Sébastien Mérez pour justement nous parler des arrêts de tranche, c'est-à-dire les arrêts du cœur du réacteur. Bonjour à tous, bonsoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des arrêts de tranche, comment ça se passe? Alors, je vais reprendre un petit peu l'analogie de la voiture, parce que je vois que ça parle un petit peu à tout le monde. Donc, comme tu l'as dit à l'instant, il y a principalement 3 types d'arrêts sur les centrales. Donc, il y a, on va dire, l'arrêt qui ressemble un peu au plein de la station-service. On fait le minimum et on repart pour un nouveau cycle. On va ensuite avoir un arrêt qu'on appelle visite partielle. Donc, là, on va dire que c'est la révision des 20 000 km. Et on va ensuite avoir, comme tu l'as dit, la visite décennale qui va être, on va dire, les 120 000 km où on change beaucoup de pièces et ça fait très mal au portefeuille. C'est un peu l'idée. Durant ces différents types d'arrêts, on va avoir en
gros 3 types de maintenance. Donc on va avoir la maintenance préventive, qui va être un peu l'équivalent des changements de lieu quand ils sont usés. Donc on s'aperçoit que ça va bientôt poser problème et on change à cycle régulier. On va avoir également la maintenance corrective. Donc on a cassé une ampoule, on a identifié ce genre de problème, donc on va remplacer ça lors de l'arrêt. Et à la fin, on va également avoir des contrôles réglementaires. Donc ça va être notamment tous les circuits, donc l'explication qui est au début sur le circuit primaire, les essais de pression, etc. C'est un petit peu le contrôle technique de la voiture. Donc on y passe pour le coup la centrale tous les 10 ans. Et également des contrôles réglementaires plus réguliers à tous les arrêts, mais de moins grande importance. Pour finir, je vais un tout petit peu expliquer comment ça s'articule au niveau national pour les différents arrêts de tranche. Donc au début, ils ont précisé qu'il y avait 58 tranches en fonctionnement actuellement en France. C'est quelque chose qui s'organise, les cycles sont à peu près tous les mêmes pour tous les réacteurs, donc il y a des plannings qui sont faits plusieurs années en avance pour arriver à avoir des ressources humaines en place au bon endroit au bon moment. Donc c'est principalement des prestataires qui vont faire ces différentes maintenances, donc qui tournent sur des plateformes géographiques. Les réacteurs sont un petit peu répartis par plateforme en France. Et en termes de personnel, ça peut être très important suivant les arrêts. Ça peut, pour une tranche, je crois, chez EDF, c'est environ 600 personnes, personnel EDF à l'année. On double, voire sur des très grosses révisions, on triple ce chiffre en termes de personnel. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a vu de la mine au réacteur, donc la création du combustible. On a vu le fonctionnement de la centrale, la vie de la centrale, et maintenant on va s'intéresser à ce qu'il y a après. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que la centrale a terminé de travailler et qu'est-ce qu'on fait des combustibles qu'on a déjà utilisés. Donc on a posé la question du coup sous forme de micro-trottoir pour connaître un petit peu la vie des gens sur les déchets nucléaires, et voici leur réponse. Qu'est-ce qu'un déchet et comment sont-ils stockés? Tout ce qui reste après la réaction qui a servi à créer l'énergie pour créer l'électricité. Un déchet radioactif, c'est la matière qui peut vivre dans le pays, et c'est des fonds d'études. Un déchet radioactif, c'est du combustible bois qui, une fois qu'il est usé, il ne peut plus produire de l'énergie. Du coup, ça fait un déchet. Et une fois que l'uranium est usé, on va dire dépourvu de sa matière, Ouh là là, ils sont gérés comment? C'est Andra qui les gère, ou qui les stocke, c'est Andra. Et la gestion, je ne sais pas, en tout cas, c'est le maintenant, on les fûts en béton, armés, enfin, très épais d'ailleurs, pour éviter la diffusion de la radioactivité, de ces déchets. Comme on vient de le voir, une centrale nucléaire, c'est un peu comme une voiture. Elle a besoin de carburant pour fonctionner. Tout au long de sa vie, elle a besoin de réparation et il faut qu'elle passe au contrôle technique. On peut alors se demander que devient la centrale nucléaire en fin d'utilisation. Tout d'abord, je vous propose de s'intéresser à ce que deviennent les déchets. En 2010, en France, on a produit 1 320 000 m3 de déchets nucléaires. Il faut savoir que dans ces déchets nucléaires, seulement 10% sont réellement radioactifs. Les 90% restants sont considérés comme nucléaires car ils sortent d'une centrale, mais sont très peu radioactifs.
Ça correspond par exemple aux tenues d'intervention, celles que vous avez pu voir à l'entrée de l'amphi, ou aux outils par exemple. Si on reporte cette quantité sur la population, ça correspond à 2 kg par an par habitant, ce qui peut sembler grand, mais on verra que pas tant que ça. En France, un habitant moyen produit 390 kg par an de déchets ménagers. Donc on voit bien que 2 kg par rapport à 390, c'est faible. Ensuite, on peut se demander d'où viennent ces déchets. D'après l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, EDF est le plus gros producteur, à hauteur de 59%, dont on rappelle que seulement 10% sont réellement radioactifs. Ensuite, on retrouve les laboratoires de recherche, comme le CEVA par exemple. On retrouve les activités militaires, l'industrie non nucléaire ou même le médical. Ensuite, que fait-on de ces déchets? Tout comme vos déchets ménagers, je suppose que vous les recyclez, vous faites le tri du moins. Vous avez la poubelle jaune pour le papier et le carton, ou même le plastique. Vous avez la poubelle marron pour tout ce qui n'est pas recyclable. Vous avez la poubelle pour le verre. Et tout le reste va à la déchetterie. Dans une centrale nucléaire, c'est pareil. À la différence que c'est Areva qui a la charge de récolter les déchets, de les trier, de les conditionner et de les recycler. Une fois conditionnés, les déchets sont envoyés à l'ANDRA, qui en a la charge de gestion pour le long terme. Donc comme je viens de le dire, on peut recycler des assemblages. C'est Areva qui le fait à La Hague, par exemple. On peut recycler 96% d'un assemblage de combustible usé. On voit ici. Le recyclage permet d'économiser 25% des ressources naturelles en uranium et permet également de réduire de 5 fois le volume de déchets. Sur un assemblage comme celui-ci, on peut récupérer 1% de plutonium et 95% d'uranium. Ce plutonium et cet uranium de retraitement sont donc utilisés pour fabriquer de nouveaux combustibles qui vont à nouveau produire de l'électricité et seront encore recyclés. Malheureusement, il reste des déchets qu'on ne peut pas recycler. On appelle ça les déchets ultimes. Ils sont de 4%. On va voir un peu plus tard comment on les conditionne. Mais avant d'être recyclés, les assemblages ont besoin de refroidir dans des piscines. L'assemblage va rester entre 1 an et 18 mois sur les sites de centrales nucléaires et passeront ensuite 8 ans pour refroidir sur le site d'Areva. Donc pour les 4% restants, on les récupère, on nettoie les embouts, on retire presque toute la radioactivité. Tout comme vos poubelles marron de déchets non recyclables, on les conditionne et on les compacte. De cette façon, on obtient des galettes d'environ 43 cm de diamètre et 15 cm de hauteur. On les stocke ensuite dans des conteneurs, on peut en mettre 8. On voit qu'on gagne beaucoup de place et on obtient donc les conteneurs fermés. Ces conteneurs sont ensuite envoyés à l'ANDRA qui va s'occuper de l'enfouissement. Quant au reste des déchets ultimes, on va les mélanger avec du verre, on va les faire passer dans un four pour obtenir un mélange homogène en fusion et on va les verser dans les conteneurs. Ce procédé de vitrification permet d'enfermer la radioactivité à l'intérieur. Une fois conditionnés, les produits de fission sont stockés, ou plutôt entreposés sur les sites à La Hague, dans des puits qu'on voit ici. Sur le site de La Hague, par exemple, il y a 1280 puits
qui peuvent accueillir au total 12 420 conteneurs. On peut voir que les techniciens se baladent librement sur les puits d'entreposage sans protection particulière. Donc, comme on l'a dit, la matière radioactive reste confinée dans le verre et les rayonnements sont bloqués par le béton. Donc, on a vu la vie de la centrale nucléaire. Enfin, on va terminer plutôt la vie de la centrale nucléaire par ce qu'on en fait à la fin de son utilisation. Donc, on va la déconstruire, ça s'appelle le démantèlement. On peut voir sur la carte que le démantèlement ne concerne pas uniquement les centrales, mais aussi les laboratoires de recherche ou les sites de retraitement du combustible, comme la HAG. Actuellement, sur la HAG, il y a la déconstruction de l'UP2 400. C'est l'une de leurs plus vieilles usines de production. Il faut savoir que cette déconstruction n'aura aucun impact sur l'emploi de la région. Donc, le démantèlement, c'est un procédé long, complexe et très coûteux. Il se compose de 3 grandes étapes. Lors de la première étape, toute la matière radioactive sont sorties. On vidange les circuits d'eau. Ainsi, on retire 99% de la matière radioactive. Ensuite, on place l'installation sous surveillance. Lors de la deuxième étape, on va commencer à démonter les équipements et à tout nettoyer. L'installation est ensuite placée sous surveillance. Puis vient la troisième étape. On va casser l'enceinte de confinement du réacteur. C'est une étape très délicate parce qu'il ne faut pas mettre en danger les travailleurs ni l'environnement pour toujours confiner la matière radioactive. On utilise régulièrement des appareils télécommandés pour éviter d'envoyer des personnes directement au contact. Je travaille dans le démantèlement des installations nucléaires en France et à l'international. Alors, le démantèlement, c'est un peu comme de la déconstruction. D'abord, il faut reprendre les déchets anciens et les mettre en œuvre. Ensuite, il faut nettoyer entièrement les bâtiments pour enlever la radioactivité. Et enfin, il faut découper les équipements, et souvent également les bâtiments, pour remettre le site comme il était avant. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? C'est un métier très varié. Je travaille avec plein de gens très différents. Des gens qui sont dans des bureaux, qui font des études, des gens sur les chantiers, et des spécialistes de nombreux domaines. Puis sur le terrain, il faut penser à la sécurité des gens. Parfois, il faut utiliser des robots. Et il faut connaître plein de techniques très différentes. Et à l'international, il faut s'adapter en plus à la culture de chaque pays. Tu vois, pendant la conférence, je serai là au Japon. Je regrette que je n'aurais pas eu. Donc là, on vient d'écouter Jean-Michel Chabeuf, professionnel du démantèlement. Donc, on a vu le cycle de vie de la centrale nucléaire et du combustible. Mais on peut se demander, finalement, à quoi ça sert une centrale nucléaire? Ça sert à produire l'énergie électrique. On a posé la question à des personnes pour savoir ce qu'elles pensaient du transport de cette énergie, pour savoir comment ça se fait en appuyant sur un interrupteur, l'ampoule s'allume. Donc, dans cette partie, on vous expliquera le transport, mais tout d'abord, écoutons leurs réponses. Que devient l'électricité contre la centrale échoue? Avec une boîte de contact. Alors, ça passe par un transformateur. Donc, il y a d'abord un gros transformateur dans la ville qui va transformer, je pense, je sais pas, X centaines de milliers de volts en X milliers de volts. Et après, dans chaque quartier, il y a un transformateur qui va transformer, je sais pas, peut-être 1000 volts en 200. C'est pas comme des câbles à hauteur. Des pylônes. Des pylônes, etc. Des pylônes. Et conduites par ce système-là. Elle est utilisée par tout le monde.
passer dans les stocker dans le parking, et après, ça va l'utiliser. Donc nous avons vu pour l'instant comment fonctionne la centrale, avec quoi fonctionne la centrale et ce qui est nécessaire de réaliser sur cette centrale pour assurer sa sécurité. Lors de cette vidéo, on a vu pas mal de personnes parler de poteaux électriques, de câbles, et là maintenant nous allons voir plus précisément ce qui en est. Donc la première partie l'électricité est produite sur les sites de production tels que les centrales électriques nucléaires, ou charbon ou gaz, le parc éolien, le parc hydraulique et les panneaux solaires à une tension environ de 20 000 volts. Ensuite, elle est utilisée chez vous aux alentours de 220 volts. Nous allons voir quelles sont les différentes étapes et quelles sont les différentes modifications qui sont faites sur cette électricité pour arriver jusqu'à chez vous. Donc, nous voyons ici un schéma du réseau de distribution générale avec le premier étage qui est la production. La première étape donc va être d'augmenter la tension de cette électricité grâce à des transformateurs. La tension va passer de 20 000 volts à des valeurs pour atteindre 400 000 volts. Cette électricité est ensuite envoyée sur le réseau de distribution, le réseau de transport. C'est un réseau qui est très important, qui recoupe l'ensemble du territoire français. Les nombreuses lignes électriques sont reliées entre elles grâce à des postes d'interconnexion qui vont permettre d'assurer la bonne connexion et la bonne distribution. L'électricité et les lignes vont devoir être surveillées très étroitement et c'est très important cette étape afin de toujours égaliser la production et la consommation afin d'éviter tout phénomène afin de protéger les installations et d'éviter tout phénomène de coupure générale d'électricité, des blackouts, tel qu'il y a eu en Italie en 2003. L'Italie entière était coupée de courant. Donc le réseau de transport est relié aux différents pays tels que l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Ces connexions permettent d'assurer une distribution d'électricité même en cas de panne et aussi permettent de répondre aux besoins de ce pays. Généralement, la France est surproductrice d'électricité, donc on vend l'électricité aux autres pays. Le souci avec ces connexions, c'est que ça rajoute beaucoup de contraintes et beaucoup de surveillance. La deuxième étape, donc, ça va être d'envoyer cette électricité du réseau de transport au réseau de distribution. Et ça va être fait en diminuant la tension de cette électricité grâce de nouveau aux transformateurs. L'électricité va passer de 400 000 volts à des valeurs avoisinant 10 000 volts, ce qui reste toujours très important. Ce réseau, le réseau de distribution, va alimenter les grandes villes, les grands sites industriels, et la longueur importante de ligne nécessite une surveillance visuelle qui va être réalisée avec des hélicoptères ou des drones, et les drones vont faciliter grandement la surveillance de ces lignes. Le dernier étage, il va falloir encore réduire l'électricité afin de pouvoir l'utiliser chez soi ou dans les entreprises. L'électricité va passer de 10 000 volts à 220 volts pour les particuliers ou 400 volts pour les entreprises. Au bout des lignes se trouvent les compteurs électriques. Les compteurs électriques qui vont permettre aux différents fournisseurs d'électricité de mesurer et de vous faire payer le volume d'électricité que vous avez consommé pendant l'année. Les compteurs d'électricité sont relevés tous les 6 mois environ. Et avec ces nouveaux compteurs d'électricité Linky, ERDF espère pouvoir suivre au mieux la consommation électrique immédiate des personnes afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs et d'assurer une meilleure stabilité du réseau. Donc ici, nous avons la carte du réseau de transport d'électricité de RTE.
c'est une filiale de EDF, parce que tout le système électrique est géré par des filiales d'EDF. Donc le réseau de transport, on peut se rendre compte qu'il est très étendu et très important. Il ressemble beaucoup au réseau autoroutier, et c'est d'ailleurs son but, c'est de transporter facilement l'électricité partout en France. La longueur totale de câble est équivalent à peu près 100 000 km, ce qui équivaut à deux fois et demi le tour de la Terre. C'est un réseau extrêmement important, qui est extrêmement dense, qui permet de recouvrir totalement la France et de répartir au mieux les centres de production d'électricité. Donc la connexion avec les 7 pays se fait grâce à différents câbles sous-marins ou aériens. Donc comme je l'ai dit précédemment, comme on l'a dit précédemment, ces connexions permettent d'assurer une bonne répartition d'électricité aussi avec les pays européens et de répondre à leurs besoins. Le contre-coup par contre de cette importante longueur de câble, c'est la perte qui est entraînée avec ces câbles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on augmente la tension jusqu'à des valeurs de 400 000 volts, afin de réduire au maximum ces pertes. Actuellement, elles sont ça dépend de la période de 2 et 3,5% de pertes, et ce qui est à peu près équivalent à 11,5 milliards de kilowattheures par an. Donc, comme je l'ai dit, l'électricité doit être, le réseau de transport et l'électricité doivent être surveillés étroitement. Et c'est pour ça que nous avons des personnes telles que Élise Morel, qui est à peu près l'équivalent de bison futé de l'électricité. Elle va s'assurer que l'électricité est bien répartie sur l'ensemble des territoires. Donc nous allons écouter son témoignage. L'effet dispatcher, c'est la gestion en temps réel du flux d'électricité dans les ouvrages haute et très haute tension. On regarde si le courant passe correctement et on vérifie que n'importe quel incident sur notre réseau n'ait pas d'impact sur le reste des consommateurs. La majeure partie de mon travail, c'est anticiper. On a un simulateur. Et donc avec ce simulateur, je vais pouvoir connaître l'état de mon réseau en envisageant la perte d'un ouvrage. Alors un bon dispatcher, c'est un dispatcher qui a le sens de l'anticipation, donc le sens de l'analyse et de la synthèse. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable de gérer les incidents. Donc il faut rester calme en toutes circonstances. Et il faut avoir un bon sens de la communication. On a plein d'interlocuteurs différents, et donc il faut adapter son langage à la personne qu'on a en face de soi. C'est quelque chose de très intéressant, mais pas forcément évident. Eh bien, merci de votre attention. Merci de votre attention, de votre écoute. Nous espérons avoir été assez clairs et avoir pu répondre au maximum de vos questions. Maintenant, je vais passer le micro à Madame Kirchner qui va animer la table. Voilà, donc on fait une très belle présentation et beaucoup de travail. Merci au CIP qui les a soutenus dans cet effort. Et merci à Victoria Bellisan de Wind Normandie qui a travaillé avec le groupe. Et cette idée de conférence venait d'elle. Voilà, donc on va commencer peut-être d'abord par les plus jeunes. Est-ce que certains veulent poser des questions? Moi aussi, quand même, je voudrais dire, j'étais très très impressionné par cette conférence. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des jeunes, hein, ils sont en train de faire l'objet, ce n'est pas des spécialistes de la communication. Ils sont en en cours, c'est-à-dire ils apprennent. Bon, il y a peut-être une filière nucléaire, enfin ils sont en train d'apprendre tout. Et j'ai quand même été la façon dont c'était présenté. Vous avez vu le changement de relais se fait à travers en fait ce micro-trottoir qui fait qu'il n'y a pas de rupture, rien. Enfin, en termes de communication, c'était très bon. Et je voulais les féliciter. Alors c'est vrai qu'il y a des questions, c'est quand même à eux à répondre en premier. Si jamais nous, on a des choses à ajouter, on les ajoutera. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'abord des jeunes, disons en dessous de 18 ans, qui ont des questions à poser? On va tous dans la salle. Non. Donc, s'il y en a? Ah oui. Bonjour, je voudrais savoir par rapport au rejet thermique,
qu'il y a dans les rivières ou dans les mers comme ça. Je voulais savoir si ça avait un réel impact sur l'environnement. Alors en fait, ces relais sont réglementés et en fait, faut rejeter dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a deux types de systèmes. Il faut que l'eau, il ne faut pas réchauffer l'environnement si tu veux. Et du coup, l'eau, on n'a pas le droit de la rejeter à plus de 5 degrés par rapport à la température de l'eau dans laquelle on l'a captée. Et en fait, c'est pour ça que si la quantité d'eau elle n'est pas suffisante pour la pomper et la pomper en grande quantité, si tu veux, on mettrait de l'eau, une grosse quantité d'eau un peu trop chaude et on va chauffer l'environnement. Donc on la fait passer dans les tours aéro-réfrigérantes pour éviter du coup de réchauffer l'environnement. Peut-être que les personnes qui... Non, c'est bien, non, effectivement. Donc, ce que vous voyez tout à l'heure, les fameux 60 mètres cubes par seconde, en fait, c'est ça. D'ailleurs, qu'on pourrait faire que 10 fois moins ou 5 fois moins. En revanche, évidemment, l'eau qu'on rejetterait à ce moment-là serait à une température beaucoup plus élevée. Et donc, moi j'ai toujours regretté, puisque je viens là depuis 50 ans, quand j'ai vu Flamanville, il dit chouette, ça va réchauffer les eaux, et puis du coup, on va pouvoir se baigner et avoir de l'eau plus chaude. Et j'étais très très déçu, entre guillemets, de voir qu'on avait 0,5 degrés, plus il y a quasiment rien, vu que quand même la température de l'eau ici, bon, il faut y aller pour se baigner, même l'été. Donc, mais justement, c'est pour qu'il y ait moins de... Alors, ça réchauffe quand même un petit peu. Il faut dire que là où l'impact est le plus grand, c'est quand même sur les rivières, parce que, bon, la masse d'eau n'est pas la même que dans la mer, mais en général, les pêcheurs sont très contents. Donc, mais on limite malgré tout. Et d'ailleurs, parfois, on est obligé d'arrêter même ces centrales qui sont sur les fleuves, parce que, justement, quand il fait trop chaud l'été, il ne faut pas, évidemment, que la température augmente de trop. C'est pour ça que je pense que l'avenir est plutôt dans les centrales de bord de mer, où on s'affranchit quand même un petit peu plus de ce point délicat. On est désolé, pour ceux qui connaissent, c'est le principe de Carnot, c'est la faute à Carnot, comme on dit, parce que voilà, bon, c'est comme ça, on rejette, on est obligé entre une source chaude, une source froide, c'est comme ça. C'est la physique, on ne peut pas faire autrement. Une autre question ? Comme il y a la vapeur d'eau qui sort des cheminées, on va dire, est-ce que ça peut se transformer en nuages comme les nuages, ça fait un peu de vapeur d'eau? Est-ce que ça peut aller dedans? Absolument. Absolument. C'est un moyen de voir d'ailleurs si le réacteur tourne, il suffit de regarder là où il y a des grandes cheminées comme ça. S'il y a un panache au-dessus de la cheminée, c'est que le réacteur est en train de fonctionner. S'il n'y en a pas, c'est qu'il est arrêté. Et encore une fois, c'est de la vapeur d'eau qui se transforme en nuage. Non radioactive, bien sûr. J'ai entendu parler tout à l'heure dans le micro-trottoir d'énergie radioactive. J'aimerais savoir ce que c'est que l'énergie radioactive. Et juste pour continuer, en Russie, ils ont eu un gros débat parce qu'ils font les réacteurs à vapeur sèche, c'est-à-dire qu'on ne voit rien qui sort de la cheminée. Et ils se disputent là-bas très fort. Il y a ceux qui sont pour avoir de la vapeur d'eau, donc un nuage au-dessus de la centrale, et ceux qui ne veulent pas et qui sont pour la vapeur sèche. Et donc c'est une discussion en Russie. Peut-être les moins jeunes maintenant. Le problème, c'est qu'on a annoncé un cocktail après, alors du coup... Il y a une question d'un jeune, là. Bonsoir. Tu peux parler dans le cours. Donc j'ai une question, c'est par rapport à l'EPR de Flamanville. On a parlé du recyclage de l'uranium une fois qu'il a été utilisé. Et maintenant, il y a un autre procédé qui consiste à utiliser de l'uranium qui a déjà été utilisé pour mélanger, pour le réutiliser. Et l'EPR, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un début justement pour utiliser ce procédé
est-ce que ça va engendrer aussi d'autres recherches après pour passer à du nucléaire plus propre? Alors, la réponse en fait, elle est oui et non. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on réutilise évidemment, parce que c'est quand même l'un des buts de l'ISOLA, puisqu'on récupère de l'uranium et du plutonium, que ce sont tous les deux des combustibles, donc on refait du combustible avec. Et si vous voulez savoir simplement un chiffre, aujourd'hui on fait comme ça 17% d'économie de combustible. C'est quand même pas mal, 17%. Et c'est ce combustible qu'on appelle le combustible MOX. Alors j'ai dit oui et non. Oui, c'est parce que effectivement, dans l'EPR, on va pouvoir utiliser ce combustible MOX, qui est un mélange d'uranium et de plutonium, c'est un mélange d'oxyde, en fait, d'uranium et de plutonium. Et le non, c'est qu'il y a déjà beaucoup de réacteurs en France qui utilisent ce combustible. C'est pour ça qu'on fait déjà aujourd'hui une économie de 17%, puisque l'EPR est démarré en 2018. Si tout va bien, je pense que là, maintenant, on a des délais qui sont raisonnables. On parlait des délais tout à l'heure de l'EPR, c'est un problème de communication, à mon avis, c'est une erreur qu'a fait EDF, je sais pas s'il y a des gens qui ont EDF ici, parce qu'il y en a moins quelques-uns, mais ils ont été dire le premier comme ça, qu'ils allaient le faire en 4 ans et demi. C'était une absurdité. C'était évident qu'ils n'allaient pas construire ce réacteur en 4 ans et demi. Le premier du dernier palier qu'on a parlé tout à l'heure en 1450 MW, on a mis 13 ans. Jamais embêté jamais. La presse a dit oh là là, mais 13 ans c'est terrible, c'est la catastrophe. Non, c'était des délais qui étaient tout à fait raisonnables. Là, on a parlé de retard pour le faire, au départ, je ne sais pas pourquoi. Et l'EDF reconnaît, d'ailleurs même aujourd'hui c'était une erreur, on va le faire en 4 ans et demi. C'est bien que c'est pas possible. Donc on va le faire effectivement en 11 ans, c'est un délai qui est tout à fait normal. Et toute cette ligne de retard vient en fait de cette première communication qui a été faite à l'époque. Compléter. En fait, le PR va probablement démarrer avec un cœur, comme on a vu au départ, et un cœur classique, et dans un deuxième temps, on pourra introduire des combustibles recyclés. Mais au démarrage, on va démarrer avec un cœur neuf pour monter en puissance, etc. Ça répond à votre question? On démarre toujours avec un cœur neuf. Après, ça suffit. Il y avait le jeune Jean-Paul. Oui, merci pour le jeune. Je suis patriarche de la salle. J'étais très impressionné par l'annonce concernant les teneurs de minerais qu'on utilise, de 31% en Australie, 12% au Canada, etc. Or, on a fermé toutes les mines en France, pour des raisons certainement économiques. J'aurais voulu savoir quelle est la valeur moyenne des mines que nous avons fermées en minerais. Parce que souvent on dit qu'on peut réactiver les mines françaises. Par rapport à ces chiffres, j'aurais voulu savoir ce que représente la teneur moyenne des minerais français dans les mines que nous avons fermées. Non pas parce qu'elles sont éteintes, mais parce que ce n'était pas rentable. Merci. Je vais répondre, non, il ne veut pas. Alors, en fait, le mot rentable ne veut rien dire en soi, ça dépend du coût évidemment de l'uranium. C'est-à-dire que si ce coût est bas, eh bien, les mines qui sont plus riches ne sont pas rentables. Si un jour on a besoin d'uranium, comme par hasard, elles vont redevenir rentables. Alors, la teneur, en fait, la teneur moyenne en France, c'est du 20 pour 1000. C'est-à-dire que dans une tonne de granit, il y a 1 kilo d'uranium. Voilà. Alors, il y a des mines très très riches, par exemple au Canada, extrêmement riches, mais ce qui posera d'autres problèmes, parce que pour les exploiter, on pourra envoyer des robots, etc. Parce que beaucoup d'entre vous savent quand même que dans l'uranium, quand on exploite, il y a un gaz radioactif qui s'appelle le radon, et au moment où on va rechercher l'uranium, ce radon, évidemment, il s'échappe, et si on a une teneur très très forte en uranium, on va avoir beaucoup de radon. Donc ça pose d'autres problèmes, et c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit plutôt riche. Donc, au Gabon ou au Congo, c'était entre 4 et 10 fois plus riche, par exemple, qu'en France, enfin, etc. Quoi. Mais chez nous, voilà, l'idée, c'est 1 kilo par tonne d'uranium. Mais à nos jours, ça peut redevenir rentable. Hein. Donc, on a toujours ça sous le coude, si je dirais, pas tout sous le coude. Oui, moi, c'est une question d'étudiant. Excusez-moi, professeur. Oui, d'abord, je les félicite, pour leur présentation. J'ai
deux questions. La première, c'est... J'ai eu un frisson, là, quand vous nous avez montré des pastilles en uranium, là, au tout début de la création du combustible dans les mains. Bon, j'ai un petit frisson maintenant. Vous allez nous expliquer pourquoi, il n'y a pas besoin d'avoir de frisson. Puis la deuxième, et la plus importante, c'est vous avez parlé beaucoup de sûreté, de l'autorité de sûreté, etc. Mais vous avez parlé de sûreté, mais vous n'avez pas du tout parlé du principe de sûreté. Vous n'avez pas du tout parlé du confinement. Nous, le public, ce qu'on a envie de savoir, c'est que la centrale, elle est bien confinée, quels que soient les incidents qui pourraient arriver. Voilà. Voilà, j'ai tenté de réponse. Au niveau du confinement, il y a 3 niveaux de confinement dans une centrale. Il y a donc le confinement primaire avec le cœur, l'enceinte. Ensuite, il y a l'enceinte et il y en a un troisième. Ah oui, non. Le premier niveau de confinement, c'est bien les gaines de combustible. Ensuite, ce sera le cœur du réacteur. Et enfin, l'enceinte de confinement, la dernière, c'est le bâtiment. Voilà, donc il y a 3 niveaux de confinement au niveau des réacteurs. Pour ce qui est des pastilles qu'on peut tenir dans les mains, oui, on peut les tenir dans les mains. Donc on peut les tenir dans les mains avant qu'elles soient utilisées. Donc. Et parce qu'il n'y a pas eu elles n'ont pas été activées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été lancées. Je ne sais pas si ça répond à la question. Une autre question? Moi j'ai une question par rapport aux énergies renouvelables. J'aimerais savoir si l'avènement des nouvelles énergies peut entraîner la réduction des centrales nucléaires. Ça c'est une bonne question. Et en fait quand on regarde les besoins énergétiques de la planète dans l'avenir, des calculs. Moi j'ai fait un livre là-dessus, je ne vais pas faire de pub pour que vous achetiez mon livre, mais il s'appelle Peut-on sortir du nucléaire? Donc je vous remercie, ça me permet d'en parler. Et en fait l'exercice, j'ai fait ça avec un journaliste, et l'exercice auquel on s'est livré, qui était un exercice qui n'était ni écologique ni économique, qui était de dire, eh bien, regardons les besoins de la planète en 2050 et développons toutes les sources d'énergie possibles. On met des éoliennes partout, on peut mettre des éoliennes, on voit tout ce qu'on peut de planète pour se mettre des barrages, on fait du photovoltaïque jusqu'à épuiser toutes les terres rares qu'il faut qu'on mette dedans, etc. On fait de la biomasse et tout. Et bien au bout du compte, il manque ça dans le scénario le plus faible qui est celui du XXe siècle. C'est même pas de faire mieux que ce qu'on a fait au XXe siècle, c'est déjà pareil. Il manque ça, et ça c'est 5000 réacteurs nucléaires d'ici 2050. Donc, les réponses, c'est premièrement, les 5000 réacteurs, on les construit à rapport, parce qu'on n'a pas les moyens d'en construire 5000 en 40 ans, même 35 ans maintenant. Et donc, deuxièmement, la planète va manquer d'énergie. Et si la planète manque d'énergie, elle ne s'affranchira d'aucune source d'énergie. C'est impossible. Et à partir de là, le bon combat, justement, c'est ce que disait André Rosé tout à l'heure, c'est avoir une sûreté sur tous ces réacteurs dans le monde. Le bon combat, elle est là. Hein. Et on voit aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de réacteurs nucléaires en construction qu'aujourd'hui. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure. Hein, bon. La Chine en particulier, c'est la moitié des réacteurs en construction, rien que la Chine. Bon. Donc après, il faut s'assurer qu'effectivement, il y a une sûreté nucléaire qui est derrière, une sûreté aussi grande que celle qu'on a chez nous. Bon. Parce que, on le sait, on le voit bien, le nuage ne s'arrête pas à la frontière. C'est ça, en fait. Ça a été un faux procès, comme vous savez, puisqu'on n'a jamais dit ça en France. Hein, la personne qu'on a accusé, la personne n'a jamais dit ça en réalité. C'est un truc de journaliste et c'est monté. Maintenant, tout le monde parle du nuage qui passe aux frontières. Mais jamais on a dit que c'était au contraire, on a montré ce qui était passé et on a montré ce qui était passé. Et donc, voilà, c'est un problème qui peut être un problème mondial. Donc, c'est pas parce qu'on construit une centrale dans un pays que ça n'intéresse pas la planète entière. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Alors, développons effectivement le renouvelable, oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, bien sûr.
Bon, le coût n'est pas le même, pas facile. Moi, je dis toujours que le problème du renouvelable, quand vous regardez l'éolien et photovoltaïque, c'est que de temps en temps, il n'y a pas de vent, et puis, comme disait un élève dans sa copie, il y a des jours où il fait nuit. Bon, et je trouvais que l'image était bonne, quoi, hein. Donc, effectivement, il y a des jours où il fait nuit, et donc, voilà, photovoltaïque. Bon, voilà. Donc, le bon combat pour développer ces énergies renouvelables, et il faut les développer, puisqu'il faut développer toutes les sources d'énergie, tant pis, il ne fallait pas me poser la question, je suis parti. C'est de savoir stocker l'énergie à grande quantité. Voilà. Parce qu'à partir de là, effectivement, quand les éoliennes tournent, même si vous n'avez pas besoin d'électricité, eh bien vous pouvez stocker l'énergie. S'il y a beaucoup de soleil, pareil, etc. Donc, et puis photovoltaïque, il faut le mettre là où il y a du soleil, je suis désolé, hein, mais ça doit, hein, on fait ça entre les tropicains, c'est clair. Bon, pas la peine de le mettre ailleurs. C'est pas autre chose qu'on fait aujourd'hui. Les hydroliennes, ça fait aussi pareil, ça fait partie des énergies renouvelables, oui, bien sûr. Bon, ça ne sera pas simple, hein, il y aura la maintenance, etc. Quand vous voyez, bon, ça donnera du travail à Cherbourg, mais quand vous voyez que la maintenance, il va aller ressortir les hydroliennes, les ramener à Cherbourg, les nettoyer, puis après les remettre, bon, c'est pas évident, hein, pour faire des kilowattheures, c'est pas rentable, hein, je pense. Mais voilà, il faut tout développer, absolument, faut tout développer, c'est clair. Mais on ne s'affranchira pas, ça s'affranchira d'aucune source d'énergie, donc on ne s'affranchira pas de nucléaire. Je voulais compléter votre question en disant que l'énergie, ça introduit des rapports géopolitiques. C'est-à-dire que tous les peuples ont droit à l'énergie. Si on ne développe pas toutes les énergies, certains n'en auront pas et sont capables de faire des guerres pour avoir de l'énergie. Donc, si on veut que la planète reste pacifique, il faut avoir en parallèle toutes les énergies. Et c'est ce qu'on appelle le bouquet énergétique. C'est-à-dire qu'on met à l'endroit, à un endroit l'énergie qui lui correspond le mieux. Donc peut-être dans le désert du photovoltaïque, etc. Il faut adapter la source d'énergie à l'endroit où elle est le moins chère et la plus adaptée. Donc la réponse, elle est multiple. Mais on ne s'affranchira pas du nucléaire parce que le nucléaire, ça peut être une base et les autres énergies étant complémentaires. On a vu qu'on pouvait réutiliser 96% du combustible usé. Qu'en est-il du recul qu'on a sur l'inox usé? Alors c'est difficile d'avoir du recul sur quelque chose que... Alors je sais qu'on a fait des essais de retraitement de box, mais on n'en est pas à une échelle industrielle aujourd'hui. Bon, donc il faut effectivement le couler. Alors le 96% est un peu osé quand même, parce que, en revanche, ce qui est clair, c'est que, de toute façon, même dans la pauvrerie, vous avez encore de l'uranium 235. Hein, donc, bon, ça veut dire que, globalement, on retombe sur la rentabilité tout à l'heure. Aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup, effectivement, d'aller le rechercher. Mais si un jour on en a besoin, on a les stocks, la planète entière, donc, effectivement, aussi, il y a des stocks. Mais, bon, moi, encore une fois, j'étais prof, hein, j'avais travaillé ni pour Arevan, ni pour Zef, etc. Mais je trouve que, globalement, retraiter le combustible usé, c'est quand même, et écologiquement et économiquement, quelque chose qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que quand vous voyez des pays comme les Scandinaves qui vont stocker leurs tonnes de combustible comme ça à vitam aeternam, c'est quand même dommage, quoi. Là-dedans, vous avez effectivement de l'uranium, vous avez même du plutonium, parce qu'ils stockent le plutonium, du coup. Hein, bon. C'est dommage de ne pas aller rechercher. Alors, ce qu'il faut savoir, on va faire un petit peu un cocorico, ça fait du bien de temps en temps quand même, c'est que, moi je suis physico-chimiste au départ, tout ça, tout ce que vous avez vu, c'était mon cours. Hein, enfin, je fais encore un petit peu de temps en temps, mais bon, j'arrive à 70 ans, donc j'en fais de moins en moins. Mais la chimie, c'est la plus belle chimie. Elle est magnifique parce que vous avez un mélange de toutes les propriétés chimiques de la classification périodique. Vous avez tout. Hein. Vous avez en plus la radioactivité qui s'en mêle, et c'est pas rien comme radioactivité. Et là-dedans, vous devez aller rechercher dans cette espèce de soupe uniquement l'uranium et le plutonium avec des qualités qui ne sont
non pas la qualité chimique, qui sera encore relativement facile à faire, mais ce qu'on appelle une qualité radiochimique, c'est-à-dire ne pas trouver de traces de rayonnement d'autres éléments. C'est une pureté absolument extraordinaire. Et bien ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont réussi, et les Français l'ont réussi. Voilà pourquoi l'usine marche, mais les autres pays qui ont voulu en faire, ne parlons pas des Russes, mais même les Anglais, les Japonais, les Américains, tous ceux qui ont tenté, bah, ils ont eu des difficultés. Bon, pourquoi nous on a réussi? Bah, peut-être, je ne peux pas dire parce qu'on est meilleur que les autres quand même, mais enfin bon, nous on a réussi et les autres ils ont raté. Donc, mais voilà, quoi, c'est vrai que ça se comprend sur les deux plans, quoi. Économiquement, ça a un coût le retraitement, c'est sûr. Mais d'un autre côté, vous récupérez du combustible. Et puis écologiquement, on n'a que 35 kilos à stocker au lieu de 1000 kilos. C'est quand même pas plus mal que ça. Et encore, dans les 35 kilos, à mon avis, on pourrait encore aller rechercher peut-être des choses. Mais on verra ça plus tard. C'est notre histoire. On fera d'ici une ou deux générations peut-être. Enfin, déjà, c'est déjà pas mal. 35 kilos, c'est pas mal. Bonsoir, messieurs. Moi, tout à l'heure, le jeune homme là, quand il parlait, il disait au niveau de la batterie, c'est-à-dire, je pense que c'est le circuit tertiaire. Le circuit tertiaire, il y a une partie qui passe en vapeur et une partie, elle va retourner à l'océan ou à la rivière. À ma connaissance, elle n'est pas aussi, elle n'est pas tout à fait, elle est un peu radioactive. C'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas rien, je ne suis pas adhérent. C'est le premier cas. Deuxième chose, je vais retourner dans le négatif, excusez-moi. Donc, j'ai vu un reportage il y a quelques années sur Areva, exploitation de Areva, je ne peux pas vous dire laquelle, exploitation des minerais au Niger à ciel ouvert. Et au bout de quelques années, ils ont découvert que les vergers qui étaient tout autour étaient totalement irradiés. Les gens qui devaient, les nomades qui circulaient dans la région, ils étaient obligés d'aller chercher des puits d'eau, ils étaient obligés d'aller chercher beaucoup plus loin. Et les tuyaux, c'est pas forcément Areva, il y a aussi une compagnie chinoise, les tuyaux qu'ils utilisaient, c'était en général, c'était de l'aluminium qui était jeté comme ça, tout autour. Et ces tuyaux-là, ils étaient récupérés par la population. Et la population, pas tout le monde, il y a quelques-uns qui les ont récupérés, ils ont fait avec des casseroles, et elles étaient rentrées dans toutes les maisons, à peu près un rayon de 80 km. Donc pour le peu d'uranium qu'ils ont été chercher là-bas, c'est important, mais ils ont fait des dégâts sur un rayon au moins de 80 km. Je parle de rayon. Première chose. Deuxième chose, tout à l'heure, j'avais vu le jeune homme qui disait 2 kg par habitant, etc., de déchets nucléaires, c'est rien par rapport à 320 kg de déchets alimentaires. Je crois qu'on ne peut pas oser comparer les deux. Je ne pense pas. Il ne faut pas. Et je m'arrête là. Il y a d'autres questions, mais je laisse la parole aux autres. Alors moi je ne vais pas répondre à Areva, je ne vais pas répondre sur ce film d'ailleurs que j'ai pas vu. Ce que je peux dire c'est que l'eau qui sort là, l'eau que l'on met à refroidir, etc., est une eau qui n'est pas radioactive. Ça c'est clair. Alors vous avez en revanche effectivement dans les installations, comme les installations d'Areva où vous travaillez, vous faites de la chimie, vous faites de la transformation, etc., forcément vous avez des rejets. Ces rejets-là ils sont contrôlés. On a mis des barres, si vous voulez, de rejet, et on est toujours très très largement en dessous. Moi, je fais partie des commissions, qu'on appelle les commissions locales d'information, qui sont des commissions de contrôle, etc., complètement indépendantes, et donc on est là, on a les chiffres, etc., on vérifie, on a même les moyens de faire nous-mêmes nos propres contrôles, etc., et on ne se prive pas de le faire. Donc, bien sûr, là, vous avez quelques rejets radioactifs, mais pas du tout dans les empales, dans l'eau, quoi, qui est refroidie, qu'on renvoie dans la rivière ou qu'on renvoie dans la mer. Ça, c'est clair. En revanche, là, vous avez une transformation, oui, vous avez des rejets. Ça fait très très peu, en réalité, en termes de masse, parce qu'il y a une limite aussi à tout. Bon. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Donc sur l'usine, sur le reportage dans le Niger, je ne peux pas dire parce que je ne l'ai pas vu et je n'ai jamais vu non plus de chiffres là-dessus. Enfin, vous parlez de choses que je découvre, c'est peut-être vrai, hein, enfin, il y a des gens d'Areva qui sont...
Ah oui, alors ce qu'ils ont dit quand même, qui est fort juste, c'est que dès qu'un matériel ou autre est rentré et ressort, même s'il n'a pas pris de radioactivité, il est considéré comme un déchet radioactif. Vous pouvez trouver ça absurde, personnellement je trouve ça quand même un peu absurde, mais c'est comme ça. Bon. Donc ça veut dire que déjà, les 2 kilos qu'ils mettaient, c'était par rapport aux 1320, etc. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne serait que 200 grammes qui ont effectivement de la radioactivité. Sur ces 200 grammes, quand vous regardez les 60%, ça n'en fait plus que 120 grammes. Bon. Mais vous me direz que c'est quand même 120 grammes. Ok, d'accord. Et ces 120 grammes-là, là on est d'accord, on ne peut pas les comparer à ce qu'on met dans notre poubelle. Le reste peut-être, mais ces 120 grammes-là, non. Et ces 120 grammes-là, ils sont gérés par l'ANDRA. Alors à partir de là, ils sont triés, si vous voulez, en fonction de leur activité, ce qu'on appelle l'activité spécifique, c'est-à-dire l'activité par unité de masse, hein, par kilogramme par exemple, donc en plusieurs catégories. Et la catégorie la plus forte, celle qui correspond à ce qu'il disait, c'est-à-dire ces déchets ultimes de l'âge que l'on met dans des verres, etc., eh bien, ceux-là ont évidemment une attention particulière. C'est cela où on est en train de chercher des sites de stockage. On vous a entendu parler du projet CIGEO. Ceux-là sont intéressés par ça. Quand vous voyez le mal qu'on donne pour ça, ça n'a rien à voir effectivement avec les poubelles qu'on met dans la rue, mais c'est pas traité non plus de la même façon. Mais sur le taux du Niger, juste pour revenir sur les déchets, vous avez des déchets de haute activité, moyenne activité et faible activité. Donc on ne parle pas du tout de la même chose, hein. C'était en complément. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'on a déjà débordé de 10 minutes. Oui. C'est parce qu'après, vous voyez, il y a le cocktail et l'exposition qui est également intéressante. J'ai entendu parler de nouveaux types de réacteurs qui sont les réacteurs à fusion. Donc les réacteurs de maintenant sont les réacteurs à fission. Et apparemment, l'avenir, ce serait les réacteurs à fusion. Qu'est-ce que vous en pensez de la fusion? Alors, la fusion, c'est un autre type, effectivement, le problème, c'est que là, on joue sur faire fusionner des noyaux. Et faire fusionner des noyaux, il faut des milliards de degrés. Bon. Donc là, déjà, il faut pouvoir avoir la température à milliards de degrés. Deuxièmement, vous savez, il n'y a aucun matériau qui dépasse quelques milliers de degrés, donc il faut confiner ça avec des champs magnétiques. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas l'avenir, mais c'est quand même, bon, c'est compliqué. Parce que je crois qu'il y a déjà une centrale européenne qui est en cours de construction, une centrale de test. Non. Et alors, en termes de radioactivité, juste 2 secondes, hein, on va avoir un coup. En termes de radioactivité, on dit la fusion, c'est pas de la fission, donc il n'y a pas de produit de fission. Il n'y a pas de produit de fission, mais il y a quand même des produits d'activation parce que vous avez des neutrons de 14 mètres. Alors on est là en conférence grand public, donc je ne veux pas dire, mais j'avais fait une de mes chroniques que j'envoie dans mon réseau là-dessus, et j'ai une de mes amis qui m'a dit, dis donc, j'y comprends rien avec des neutrons de 14 mètres. Je lui ai dit, écoute, c'est facile. Tu prends ta cocotte minute, tu es dans ta cuisine, tu as ta cocotte minute, c'est ton réacteur nucléaire. Si c'est un réacteur à fission, toute la radioactivité reste dans la cocotte minute. Si c'est un réacteur à fusion, ben c'est foutu neutrons, ils vont foutre le camp et ils vont te mettre de la radioactivité partout dans ta maison, etc. Et alors après, pour aller la rechercher, c'est quand même autre chose. Je dis voilà la différence. Bon, donc vous voyez, c'est pas la panacée non plus, quoi. Donc, alors c'est parce qu'on dit, bon, il y a beaucoup d'hydrogène, il y a beaucoup de deutérium, etc. C'est vrai, mais il faut du lithium aussi. Et le lithium, il n'y en a pas beaucoup. On est en train déjà de le bouffer avec toutes les piles qu'on est en train de faire, on met du lithium dedans. Le lithium, c'est un élément qui est extrêmement rare sur la planète. Et donc, bon, c'est pas si simple que ça. Donc, bon, moi j'ai été chercheur toute ma vie, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire de recherche, il faut croire en la recherche, il faut avoir foi dans la recherche dans la vie. Mais ça ne va pas être simple. Il faut le faire quand même. Il faut continuer à chercher. Mais ça ne va pas être simple. En fait, je voulais que le groupe revienne pour clore cette... Voilà. En fait, oui, mais ils vont revenir. Donc, en fait, voilà. Voilà.
merci à tous, merci à David qui a soutenu ce projet, merci beaucoup à EDF Flamanville avec le CIP, avec Laurence Guillard et qui a accompagné le groupe. Merci à tous ceux qui ont témoigné dans le micro-trottoir parce qu'il fallait du courage, en direct également, et donc qui ont donné ce très beau résultat. Merci à Laurent Danger. Donc cette conférence est filmée. Il y aura un DVD comme on fait d'habitude qui pourra être disponible après. Et donc merci à tous et puis on se retrouve pour boire un verre autour du cocktail.